fusion nucléaire, un piège mortel attend les tokamaks. Voici pourquoi. La base théorique de la fusion nucléaire. La base théorique de la fusion nucléaire est le modèle standard, abrégé en SM. Mais SM ne décrit pas le processus détaillé des fusions nucléaires. La structure géométrique des nucléons est présumée sphérique. Les détails de l'interaction électrique entre les nucléons est inexistant. La structure géométrique des noyaux atomiques est présumée en tas. Les détails de l'interaction électrique entre les noyaux atomiques est inexistant. Ce qui rend cette recherche hautement risquée. Il existe un autre modèle théorique, un autre modèle nommé Xiji-Dong, abrégé en XM. XM décrit le processus détaillé des fusions nucléaires, la structure géométrique des quarks, la structure géométrique des nucléons, les détails de l'interaction électrique entre les nucléons, la structure géométrique des noyaux atomiques, les détails de l'interaction électrique entre les noyaux atomiques, ce qui permet de prédire un certain nombre de résultats. Processus de fusion nucléaire selon SM. Rappel des éléments suivants dans les slides suivants. Structure des nucléons. Interaction électrique entre les quarks d'un nucléon. Structure des noyaux atomiques. Interaction électrique entre les nucléons d'un noyau atomique. Interaction électrique entre deux noyaux atomiques. Structure d'un proton selon SM. Le proton est composé de deux quarks up et un quark down. Les trois quarks sont reliés par une force électroforte. Structure d'un neutron selon SM. Le neutron est composé d'un quark up et deux quarks down. Les trois quarks sont reliés par la force électroforte. Interaction entre les quarks selon SM. L'interaction entre les quarks est modélisée comme électrique. L'intensité de cette force électrique est plus grande que la force de Coulomb classique, donc appelée électroforte. Cette force est modélisée comme portée par une particule médiatrice appelée gluon. La portée de l'interaction forte est d'environ 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire environ la taille d'un nucléon. Structure d'un noyau deutérium selon SM. Le deutérium est constitué d'un proton et d'un neutron. Les deux noyaux sont reliés par la force électroforte résiduelle. La masse du proton est égale à 938,27 mégaélectronvolts. La masse du neutron est égale à 939,57 MeV. La masse du deutérium est égale à 1976,12 MeV. La masse de l'électron vaut 0,511 MeV. Ce qui permet de calculer l'énergie de liaison qui est égale à la masse de deutérium moins la masse du proton moins la masse du neutron moins la masse de l'électron égale à moins 2,22 MeV. Cette énergie de liaison est négative, ce qui signifie que en faisant la fusion, il y a de l'énergie qui sont dégagées, qui sont
fournis. Structure d'un tritium selon SM. Le tritium est composé d'un proton et de deux neutrons. L'ensemble est relié par la force électroforte résiduelle. La masse du tritium vaut 2809,43 MeV, ce qui permet de calculer l'énergie de liaison qui vaut moins 8,48 MeV. C'est une énergie pour les trois liaisons. Structure d'un hélium selon SM. Un hélium est composé de deux protons et de deux neutrons. L'ensemble des nucléons sont reliés par la force électroforte résiduelle. La masse de l'hélium vaut 3728,40 MeV, ce qui donne une énergie de liaison globale qui est égale à moins 28,30 MeV. Interaction entre les nucléons selon SM. L'interaction entre les nucléons est modélisée comme électrique. L'intensité de cette force électrique est plus grande que la force de Coulomb classique, donc appelée électroforte résiduelle. Cette force est modélisée comme portée par un potentiel nucléaire. La portée de l'interaction forte est d'environ 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire environ la taille d'un nucléon. Interaction entre deux noyaux atomiques selon SM. L'interaction entre deux noyaux atomiques est modélisée comme une force de Coulomb quand la distance R est supérieure à la distance RB. RB est égal à la barrière coulombienne. Cette interaction devient électroforte quand R est inférieur à RB. Cette interaction a une valeur maximale quand R est égal à RB. Cette barrière coulombienne est dépendante de la fission ou de la fusion. La valeur exacte de cette barrière RB n'est pas connue. L'énergie associée à cette barrière dépend des atomes. Quantification des interactions selon SM. Seule la force de Coulomb est quantifiée par la formule classique F égale à epsilon 0 multiplié par Q1 multiplié par Q2 divisé par R carré, où F est la force électrique, epsilon 0 est la permittivité diélectrique du vide, QI est la charge électrique numéro I, R est la distance entre les deux charges électriques, Q1 et Q2. Processus de fusion nucléaire selon XM. Les éléments suivants du modèle XM sont écrits dans les slides suivants. Les particules fondamentales de l'univers, structure des neutrinos, structure des quarks, structure des nucléons, interaction électrique entre les quarks d'un nucléon, structure des noyaux atomiques, interaction électrique entre les nucléons d'un noyau atomique, interaction électrique entre deux noyaux atomiques. Les particules élémentaires selon XM. Il n'y a que deux particules élémentaires suivants. Le photon est la charge électrique pure. Le photon a deux variantes. Le zhong plus. Zhong est un caractère chinois qui veut dire neutre. Zhong plus est un photon qui possède une rotation autour de sa direction de déplacement. Si elle est dans le sens de la main droite, elle sera notée polarité plus. Zhong moins,
Si cette rotation est dans le sens de la main gauche, elle sera notée polarité moins. La charge électrique pure, Kro, Kro ça veut dire bouche en chinois, Kro plus correspond à une charge électrique pure de signe plus, Kro moins c'est une charge électrique pure de signe moins. Il y a un champ d'énergie. Les deux particules élémentaires n'ont leur raison d'être que dans le champ d'énergie nommé Q. Q, ça veut dire ancien. Voilà, le modèle XM utilise deux particules élémentaires et un champ d'énergie. C'est le point de départ. Formulation de la force électrique selon XM. La force de Coulomb est modifiée en la formule suivante. F égale à epsilon 0 multiplié par Q1 multiplié par Q2 multiplié par R. L'ensemble est divisé par une somme qui vaut R cube plus bêta cube, où F est la force électrique, epsilon 0 a la même définition que le modèle standard, R est la distance entre les deux charges électriques, bêta est une constante qui vaut 10 puissance moins 18 mètres, QI est la force, est la charge électrique pondérée numéro I. Formulation de la charge pondérée selon XM. La charge pondérée d'une charge électrique est définie par la formule suivante. Q égale à E multiplié par Zhong divisé par Zhong ref, où E est la charge électrique unitaire. Zhong est la charge neutre que la charge électrique E contient. Zhong ref est la charge neutre de l'électron de référence. L'électron de référence est celui qui a servi à la détermination de epsilon 0. Structure d'un électron selon XM. Un électron est composé d'une charge électrique pure, Kro-, et un photon, Zhong-. Cette composition est inspirée de l'effet Compton. Un électron en déplacement, quand il est ralenti, il émet un ou des photons. Structure d'un positron selon XM. Un positron est composé d'une charge électrique pure Kro+, et d'un photon Zhong+. Structure d'un neutrino selon XM. Un neutrino est composé d'un électron et d'un positron. Les deux charges électriques sont animées, sont reliées par une force électrique, qui est la force de Coulomb, dont la formule a été donnée précédemment. Les deux charges électriques tournent l'une autour de l'autre, avec une vitesse de rotation qui vaut V. En XM, cette structure s'appelle charginette. Et les charginettes peuvent avoir des niveaux d'énergie différents. Et ce sera en fonction de la vitesse V. Et le fait que les deux charges tournent l'une autour de l'autre, cela fait apparaître une neutralité électrique à l'ensemble de la particule. C'est pour ça que le neutrino
est invisible. Dans la chambre de Wilson, comme c'est une particule qui n'est pas chargée, on ne peut pas la voir. Et cette particule est modélisée comme un disque avec une certaine épaisseur. C'est le symbole yin et yang qui est utilisé. Structure d'un quark up selon Xn. En Xm, trois charges nettes forment une chaîne triangulaire stable. Alors, quand on met trois charges nettes alignées, ils ont deux points de contact, 2 par 2, ça forme un point de contact, et on va essayer de les plier, de raccorder le début à la fin, et bien on obtient une espèce de triangle, voilà, formé par trois disques. Et les trois points de contact assurent la liaison entre les trois disques. Et il est possible de démontrer que cette structure est stable. Si on met un positron au milieu de ce triangle, eh ben on obtient un quark up. Et ce quark up a une charge positive unitaire, E+. Et la structure triangulaire s'appelle chrominette up. Et évidemment, cette structure triangulaire sans positron, eh bien, elle est électriquement neutre, c'est-à-dire invisible dans les détecteurs. Structure d'un quark down. Alors, selon le même principe que précédemment, trois charges nettes forment une chaîne triangulaire stable avec des niveaux d'énergie différents, cette fois, par rapport au précédent. C'est symétrique par rapport à la structure précédente. La précédente a deux charges nettes de même niveau d'énergie et qui est inférieure à la troisième charge nette, tandis que le quark down, les deux charges nettes de même niveau d'énergie est supérieur à la troisième charge nette. Et c'est pour ça que le up et down, ça se différencie par cette différence de structure. Et quand on met un électron au milieu du triangle, ou plutôt au milieu de la structure triangulaire, on obtient un quark down. Et la structure sans électron au milieu s'appelle chrominette down. Et c'est une particule neutre. Structure d'un neutron selon Xn. En partant d'un quark up, qu'on va nommer le cœur, la construction continue avec le même principe qu'un quark sur ses trois côtés. Chaque fois on prend un côté de ce cœur et on construit un quark. Et ainsi on obtient trois quarks à la périphérie. Et en respectant le niveau d'énergie, on obtient donc deux quarks down et un quark up à la périphérie. Et avec le positron qui est au milieu,
c'est plutôt un électron. Donc c'est un positron. Avec le positron au milieu, eh bien, ça fait donc 2E plus 2E moins. L'ensemble des charges électriques apparaît comme neutre. On obtient un zéro. Mais la structure géométrique n'est pas symétrique. C'est-à-dire les plus et les moins ne sont pas symétriques. La répartition des charges électriques n'est pas symétrique. Du coup, le neutron possède quand même un moment électrique et un moment magnétique. Ce qui rend le neutron détectable dans les détecteurs. Malgré la charge neutre de l'ensemble, ce neutron reste détectable. C'est la différence entre une particule neutre, indétectable, parce qu'ils sont symétriques électriquement, et leur moment magnétique et leur moment électrique sont nuls. Et ce n'est pas le cas ici pour le neutron. Représentation du neutron selon Xn. Le neutron possède un axe de symétrie qui passe par le centre du cœur et parallèle aux trois charginettes du cœur. La vue le long de cet axe peut être représentée par le schéma ci-contre, qui est un triangle et trois ellipses autour. Et on rajoute un grand triangle pour englober l'ensemble, pour illustrer la structure triangulaire de cette structure du neutron. Quand on met plusieurs nucléons ensemble, cela aide à les observer, à les voir, leur orientation. Structure d'un proton selon Xn. Pareil que pour le neutron, partant d'une chrominette d'Hang, cette fois, on part d'une chrominette, d'une structure qui n'a pas de charge au milieu. Donc ce n'est pas un quark, mais c'est une chrominette. Et on construit trois quarks autour, à la périphérie. Puisque ce cœur possède trois côtés, on prend chaque côté, on continue la construction, on obtient trois quarks à la périphérie, et on obtient deux quarks up et un quark down à la périphérie. Et comme il n'y a pas de charge au milieu, cette fois on a deux électrons, deux charges plus et plus une charge moins, ce qui fait qu'on a un ensemble qui est E+, qui est positif. Le proton a une charge positive, qui est E+, unitaire. Représentation du proton selon Xn. De la même façon que pour le neutron, le proton possède un axe de symétrie qui passe par le centre du cœur et parallèle aux trois charginettes du cœur. La vue le long de cet axe peut être représentée par le schéma ci-contre, un triangle et trois ellipses. Sauf que cette fois, les charginettes n'ont pas les mêmes niveaux d'énergie. C'est une structure un petit peu symétrique par rapport au neutron. Et on met pareil un grand triangle autour pour englober l'ensemble, pour illustrer leur structure. Interaction entre les quarks selon Xn. Interaction entre les quarks d'un nucléon est électrique. Cette interaction est structurelle. Le cœur d'un nucléon est un quark up
ou une chrominette d'un. Chacun des 3 quarks à la périphérie est construit sur une côte du cœur. Cette structure siamoise rend les 3 quarks du nucléon inséparables. Le cœur du nucléon peut être considéré comme un 4e quark, ce qui permet d'avoir 2 configurations suivantes. Tous les quarks possèdent une charge électrique, c'est le cas du neutron. Tous les quarks à la périphérie possèdent une charge électrique, sauf celui du cœur, et c'est le cas du proton. Ce qui réhabilite les charges électriques fractionnaires des quarks. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le modèle standard, les quarks ont des charges électriques 1/3 ou 2/3 avec 2 signes plus ou moins. C'est absurde. C'est absurde par rapport à la définition unitaire d'une charge unitaire. Tandis que dans le modèle XM, on voit bien que chaque quark possède une charge unitaire. Structure d'un noyau deutérium selon XM. Le noyau du deutérium est constitué d'un proton et d'un neutron en faisant l'abstraction du positron du cœur du neutron. La répartition des charges électriques du neutron est symétrique à celle du proton. Cette symétrie s'opère entre E+ et E-. Cela constitue naturellement 3 liaisons électriques par la force de Coulomb. Ici, il n'y a pas de notion de électroforte, électrofaible, non. Il n'y a qu'une seule force, c'est celle de Coulomb, dont la formule est modifiée en introduisant une constante. Quand la distance est grande, on retrouve la formule classique de la force de Coulomb, et quand la distance est petite, on retrouve la forme applicable à petite échelle. Structure d'un noyau tritium selon XM. Le noyau du tritium est constitué d'un proton et de 2 neutrons. En partant du deutérium, on met le 2e neutron en symétrie par rapport à celui du premier. Les liaisons sont les mêmes que celles du deutérium. Sauf qu'on a 2 côtés. Au lieu d'avoir un seul côté, maintenant on a 2 côtés. Et c'est symétrique. Facile à comprendre. Structure d'un noyau hélium selon XM. Le noyau de hélium est constitué de 2 protons et de 2 neutrons. En partant de 2 deutériums, on les met en parallèle de sorte que leur axe soit opposé. Les liaisons entre eux sont en 4 groupes de E+, E-. Voilà. Connaissant leur structure géométrique et avec 3 faces de leur structure triangulaire, quand on met une des faces parallèle de manière symétrique à l'autre, aux faces de l'autre deutérium, on obtient de manière symétrique des liaisons électriques plus et moins qui s'attirent naturellement. Et voilà. Interaction entre les nucléons selon XM. Interaction entre les nucléons d'un noyau atomique. Cette interaction est principalement électrique.
la répartition géométrique des charges électriques au sein des nucléons impose deux configurations suivantes. 1. Les nucléons en liaison stable sont coaxiaux. C'est le cas du deutérium. 2. Les liaisons radiales sont aussi stables si elles sont groupées. C'est le cas du hélium. Alors, il existe un 3. Il existe une troisième cas. Qui est d'une liaison dynamique. Alors, il faut aller voir le site nonstandardmodel.org pour plus de détails. Ici, ce n'est pas utilisé parce que c'est une liaison qui nécessite de l'énergie. Tandis que nous, on n'étudie que des fusions entre des petits noyaux. Donc, dans les petits noyaux, cette liaison de troisième type n'apparaît pas. Et les fusions entre les petits noyaux, ça ne fait que dégager de l'énergie. Tandis que l'autre troisième liaison dynamique absorbe de l'énergie. Mais ça ne nous concerne pas dans l'étude de fusion qui nous concerne. Et tous ces détails permettent de prédire le comportement d'une fusion. Interaction entre deux noyaux atomiques. Interaction entre deux noyaux atomiques. Ces interactions sont principalement électriques. Les interactions entre deux noyaux atomiques incluent celles entre nucléons. Les trois liaisons décrites précédemment sont incluses dans les interactions entre deux noyaux atomiques. Ces interactions dépendent beaucoup de leur position relative. Pour qu'une fusion puisse se faire, le premier noyau doit positionner symétriquement ses charges faciales par rapport au deuxième noyau. Prédiction de fusion deutérium-tritium selon XM. Dans les tokamaks, on utilise des deutérium et des tritium pour faire la fusion. Piège 1. Conditions de position. Pour la géométrie, il y a 2 faces axiales, 3 faces radiales. Et cette structure géométrique donc donne des probabilités de fusion par effet thermique. Ça permet de calculer la probabilité et ça donne un résultat relativement faible, voire très faible. Piège 2, la force électrique est proportionnelle à l'énergie environnante. Dans le modèle standard, la force électrique, de toute façon, elle n'est pas quantifiée. On sait que décrire qualitativement, mais on ne l'a pas quantifiée. Tandis que dans le modèle XM, elle est quantifiée et elle est dépendante de l'énergie environnante. L'augmentation de la température améliore la fusion, mais ce gain est atténué par l'augmentation de la force électrique répulsive. Quand vous mettez deutérium et tritium en approche, ces deux noyaux atomiques ont des charges positives. Chacun a une charge positive, donc ça repousse. Et la force électrique de Coulomb est modélisée comme proportionnelle à l'énergie environnante, donc l'augmentation de la température va augmenter cette force. Mais cette augmentation de force, il existe un temps de montée pour cette force, quand l'énergie augmente.
Et il s'agit d'utiliser l'effet du temps de montée de cette force par rapport à l'énergie environnante pour optimiser la chance de fusion. Mais c'est un piège que le modèle standard ne prévoit pas. Mais le modèle XM permet de prévoir ça. Conditions optimales de fusion selon XM. Voici les conditions optimales de fusion. Il s'agit d'un exemple. Dans un cylindre avec piston similaire à un moteur thermique à 4 temps, à l'aide du piston, augmenter la pression du mélange de gaz deutérium plus tritium, faire éclater une étincelle électrique à haute énergie dans le gaz. La haute pression et la haute température seront ainsi obtenues. Le taux de fusion est maximal pendant un temps court. Alors voici pourquoi c'est optimal pendant un temps court. L'énergie environnante augmente rapidement par la décharge électrique, par l'étincelle. La force électrique répulsive reste à l'ancienne valeur. C'est-à-dire que reste à la valeur avant la décharge électrique, donc plus faible que celle du futur. La haute pression permet aux noyaux atomiques de rester rapprochés. Les noyaux changent de position sans cesse, ce qui favorise la fusion. Quand ça bouge, ça finit par trouver la bonne face et effectuer la fusion. Et quand pendant le temps court optimal est passé, il faut évacuer le contenu du cylindre pour refroidir le cylindre. Parce que la haute température peut faire fondre le cylindre. Et puis réadmettre un mélange d'énergie plus basse. Et le cycle, ça recommence. Le modèle non standard est donné sur le site sécurisé https nonstandardmodel.org. Le deuxième site jacquesboindong.free.fr, c'est un site fourni gratuitement par Free. C'est un site perso qui a été utilisé pendant l'étude. Mais il reste accessible, sachant que ce site n'est pas sécurisé. Bonjour, je m'appelle Jacques Dong, ingénieur électronicien. J'ai une passion pour les particules fondamentales. En dehors de ma vie professionnelle, j'ai consacré beaucoup de temps à les étudier. Les résultats se trouvent sur le site nonstandardmodel.org. Ils sont très différents du modèle standard.